papier. Poète, au papier. J'ai bu du Waterman. S'il est bien un poète qu'on ne peut enfermer dans un seul mouvement, c'est Baudelaire. Influencé par le romantisme et le Parnasse, il sera aussi le grand précurseur du symbolisme. C'est précisément ça qui fait la modernité de Baudelaire, parce qu'il parvient à inventer une voie nouvelle dans laquelle se retrouve à la fois l'émotion romantique, l'importance de la forme qui est revendiquée par les Parnassiens, et la toute-puissance de l'imagination qui va donner à la poésie le pouvoir de faire signe et sens, d'interpréter les symboles du monde, puisque, comme il l'écrit dans Correspondance, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. C'est le poète qui va devenir l'interprète de ces paroles. Le romantisme naît en Angleterre et en Allemagne à la fin du XVIIIe. Dans la première moitié du XIXe, il représente un mouvement très important. Et comme la plupart des mouvements artistiques, le romantisme naît en réaction aux contraintes des mouvements précédents. Les romantiques vont donc rejeter les règles très strictes du classicisme et sa distanciation, et vont privilégier l'expression du moi, des sentiments personnels, ce qu'on appelle le jeu lyrique. Parmi les thèmes qui sont chers aux romantiques, on retrouvera la nature, la mélancolie, l'ennui, la force de l'imaginaire, le fantastique, une fascination pour la mort, le satanique, l'occulte, mais aussi bien sûr le drame de l'homme confronté au temps. Au temps, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours, écrira Lamartine dans le Lac. C'est donc autant de thèmes que l'on retrouve chez Baudelaire. Le dandysme même est une influence romantique. Pour ces romantiques, la poésie doit exprimer tous les états d'âme de l'homme. Parler de soi, pour eux, c'est parler du monde. Et pour Hugo, tout est sujet, tout relève de l'art, tout a droit de citer en poésie. Le poète est libre. Et puis les romantiques ne sont pas seulement soucieux d'exprimer leurs sentiments intérieurs. Beaucoup d'entre eux sont très engagés politiquement, comme Victor Hugo, qui sera maire, député, puis banni par Louis-Napoléon Bonaparte et qui devra s'exiler. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait, messieurs. Lamartine, lui, il proclamera la Deuxième République et se présentera même aux élections présidentielles de 1848, mais sera battu par Louis-Napoléon Bonaparte. Le peuple ne veut pas de la régence, il veut la République. La République, tout de suite, sans attendre. Citoyens, citoyennes, je suis le député Alphonse de Lamartine. Moi aussi, je suis pour la République. Mais on ne change pas de régime par la force. Sous peine de faire sombrer le pays entier dans la guerre civile. Commençons par faire la paix, citoyens. Il faut étancher le sang qui coule. Il faut suspendre ce malentendu terrible qui existe entre les différentes classes de citoyens et qui nous empêche de nous reconnaître comme un seul peuple. Le romantisme est un mouvement très riche et très complexe. Mais il ne suffit pas à Baudelaire qui va puiser aussi dans le Parnasse. Et il va y puiser notamment une exigence de la forme. Parce que le Parnasse revendique un art pour l'art. Pour les Parnassiens, l'art n'a pas à moraliser et ne peut être jugé sur des critères moraux. Il réclame l'autotélie de l'art qui doit être à lui-même son propre but. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. L'écrivain ne doit donc s'occuper que de la forme. C'est la revendication d'une autonomie de l'art. Il refuse les excès d'expression du moi, et par contre il professe le culte de la beauté. Quant au symbolisme, en tant que mouvement, il est postérieur à Baudelaire, puisqu'on le situe généralement autour de 1870 et jusque vers 1890-1900. Mais Baudelaire en est néanmoins le précurseur. Étymologiquement, le mot symbolisme, qui vient du grec ancien, est formé sur un terme qui signifie mettre ensemble,
En fait, le symbolus, en grec, c'est un objet coupé en deux, dont les parties réunies à la suite d'une quête permettent au détenteur de se reconnaître. Le symbole, c'est un signe, un objet matériel, donc qui sert de marque de reconnaissance entre des initiés. Mais de façon plus générale, il permet, par une correspondance analogique, d'associer un objet sensible, réel, à quelque chose d'absent ou d'impossible à percevoir. Le mouvement symboliste se veut donc, en opposition d'ailleurs au réalisme ou au Parnasse, un art poétique capable d'évoquer les objets à travers les sensations et les impressions qu'ils suscitent. C'est l'imagination qui guide mon crayon. J'en ai subi les tourments et les surprises. Ce crayon dont la seule fin est d'obtenir chez le spectateur, par un trait subi, toute l'évocation de la pensée. Le symbolisme veut dévoiler les réalités cachées derrière le réel, et pour cela exploiter toutes les ressources musicales et poétiques de la langue. La musicalité va donc jouer un rôle essentiel dans la poésie symboliste. Et d'ailleurs, l'un des poètes symbolistes, qui est Verlaine, écrira dans l'art poétique « De la musique encore et toujours ». Et puis, le symbolisme a une conception spirituelle, mystique du monde. Or, chez Baudelaire, il y a déjà l'idée que le monde qui nous entoure, malgré son désordre apparent et son chaos, posséderait une profonde unité. Mais il n'y a que le poète qui est capable de déchiffrer les symboles qui justement permettent d'entrevoir le monde spirituel qui nous entoure et qui serait un monde idéal. Cette communication secrète entre le monde matériel et le monde spirituel, Baudelaire y accède notamment par la synesthésie, qui permet des correspondances, qu'elles soient verticales ou horizontales. Et c'est l'idée exprimée dans le poème du même nom, Correspondance. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent dans une ténébreuse et profonde unité. Quand vous êtes synesthète, eh bien, par exemple, vous entendez la musique en couleur. À chaque lettre est associée une couleur, à chaque mot est associé une couleur. C'est quelque chose de bruyant, comme la tonnerre, ou une vague qui se brise contre les rochers. Si c'est noir et petit, je n'aime pas trop ce chiffre. Les symbolistes, et parmi eux Rimbaud ou Mallarmé, s'en souviendront et prolongeront jusqu'à l'hermétisme d'ailleurs, ce refus de la représentation réaliste du monde qui ne suffit pas. Il faut établir des correspondances, suggérer plutôt que représenter, suggérer l'idée de la chose. Mallarmé écrira par exemple « Je dis une fleur ». Et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sucent, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tous les bouquets. Il s'agit donc de suggérer, et non de donner, de représenter. Ainsi, comme chez Baudelaire, chez les symbolistes qui lui succèdent, le rôle de l'imaginaire est essentiel. Mallarmé va affirmer que l'imagination est la plus scientifique des facultés, parce que seule elle comprend l'analogie universelle, ou bien ce qu'une religion mystique appelle une correspondance. En cette fin du XIXe siècle, le développement des sciences, des techniques et de l'industrie inquiète les artistes sur le peu de place laissée à l'humain et à la sensibilité. Les symbolistes contemplent le monde comme un mystère à déchiffrer. Ils revendiquent le droit au rêve et à la puissance de l'imagination. Quant au poète, pour Rimbaud, il doit se faire voyant par un long et raisonné dérèglement de tous les sens. Il faut aller voir au-delà de ce qui est visible. Les symbolistes iront jusqu'à chercher un langage nouveau, à tel point qu'il conduira à une poésie qui devient hermétique. Mais
Le poème symboliste est fait pour être entendu, senti. Vous renoncez donc à initier le public à la poésie? Je le préfère profane plutôt que profanateur. Qu'un philosophe ambitionne la popularité, je l'en estime. Mais qu'un poète, un adorateur du beau inaccessible au vulgaire, ne se contente pas des suffrages du Sanhédrin de l'art, cela m'irrite et je ne le comprends pas. L'homme peut être démocrate, l'artiste se dédouble et doit rester aristocrate. En somme, vous cultivez tout ce qui vous éloigne de la foule. L'obscurité, par exemple. Les plus abscons des poètes grecs, latins, médiévaux ou renaissants sont limpides au regard de vous. Ce ne serait pas la peine que j'eusse passé 15 ans de ma vie à composer un sonnet pour qu'un monsieur pût en saisir le sens en un quart d'heure. Vous n'êtes point comme Molière, écrivant pour sa servante. Il faut remettre les choses à leur place. Il doit toujours y avoir énigme en poésie. Et c'est le but de la littérature, il n'y en a pas d'autre, d'évoquer les objets. Les Parnassiens prennent la chose entièrement et la montrent. Par là, il manque de mystère. Ils retirent aux esprits cette joie délicieuse de croire qu'ils créent. Nommer un objet, c'est supprimer les 3/4 de la jouissance d'un poème qui est faite de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole. Au fond, pour vous, un mot compte plus par sa sonorité que par son sens. La poésie est avant tout musique. Bien sûr. L'acte de juste restitution qui doit être le nôtre est de tout reprendre à la musique. Et non moins. Le tombeau de Charles Baudelaire. Le temple enseveli divulgue par la bouche. Sépulcral d'égout bavant, boue et rubis. Abominablement quelque idole Anubis. Tout le museau flambait comme un aboi farouche. Ou que le gaz récent tord de la mèche louche, essuyeuse, on le sait, des opprobres subis. Il allume à gare un immortel pubis, dont le vol selon le réverbère des couches. Quel feuillage séché dans les cités sans soir, votif pourra bénir comme elle se rasseoir contre le marbre vénément de Baudelaire. Au voile qui la sent absente avec frisson, scelle son ombre même un poison tutélaire, toujours à respirer si nous en périssons. Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterloo.